Dans le département d'une thème et la dollar, il est exactement 19h30. Merci d'avoir choisi cette édition d'information du soir. D'abord, au sommet de ce journal, ouverture ce matin de l'atelier de validation du programme de lutte contre le VIH-Sida. Il s'agira également dans cette édition d'information d'avoir le point de vue du syndicat Hippocrate qui s'indigne contre la suspension des activités de la dynamique de la CONACYT sur le territoire national, une décision qui est intervenue suite à la note ministérielle. Rebonsoir à tous et merci de votre confiance sans cesse au programme de la télévision Shekina. En ouverture de ce journal, avec cette problématique, il s'agit de nombreuses familles gabonaises qui ont du mal à respecter le principe de 3 repas par jour. Quelles sont les origines de cet état de fait? Élément de réponse avec Inès Ngungamombo. À une certaine époque, chaque famille se donnait le luxe d'offrir aux siens 3 repas par jour et une alimentation bien équilibrée. Mais aujourd'hui, force est de constater que la donne a changé. Les personnes rencontrées ont souligné le fait selon lequel l'agenda professionnel des parents participe énormément à la réduction du nombre de repas recommandés. À cela s'ajoute l'organisation des ménages ainsi que les moyens financiers. C'est aussi les moyens des parents, parce que certaines familles aussi n'ont pas la capacité d'avoir des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants ou de la famille. Et d'autres aussi, le travail, tellement qu'ils quittent au travail en retard où ils partent très tôt, 5h, 6h, les autres parfois à 4h de chez eux. Je ne saurais me prononcer là-dessus, c'est très difficile. C'est la question que vous posez, ça dépend de chaque famille, chaque condition. Et tout ça, en principe, c'est selon des familles, selon des organisations, comment chaque famille s'organise à pouvoir, assez situé. Vous voyez, c'est des choses assez difficiles à répondre. Non, vous savez, ici, la journée continue a été instituée, c'est les autorités qui l'ont instituée. Bon, maintenant, là, c'est à savoir si ça peut avoir un impact sur, bien évidemment, sur le devenir du repas quotidien, mais là, ça dépend de chaque famille. Il est à noter que la journée continue favorise la restauration dans les rues, dans la mesure où les parents ne peuvent plus rentrer à midi à la maison. Idem pour les enfants scolarisés qui, pour la plupart, rentrent au-delà de 12 heures, ce qui rend difficile une fois de plus le repas en famille de 12 heures. En somme, chaque famille devrait s'organiser de manière à ce que les 3 repas jour soient respectés. Nous restons toujours sur le volet social et pour parler à présent des conditions de vie incommodes pour les populations du quartier La Cité des Planches. De ce côté, les populations cohabitent avec les rats et les moustiques et ces populations s'indignent du sort qui leur est réservé, surtout dans un pays qui prône désormais l'égalité de chance. Un reportage de John Hilaire Bouillard. La situation est visiblement accablante. Triste est de réaliser que nous sommes ici en plein cœur de la capitale gabonaise, où une frange de la population vit dans la précarité. Les images traduisent là ce que vivent nos compatriotes. À la Cité des Planches, les habitants disent qu'ils vivent le calvaire et lancent un message à l'endroit des pouvoirs publics. Les conditions de vie ici, nous sommes vraiment déçus de notre quartier parce qu'au moment où il y a des pluies, il y a des inondations vraiment graves. Nous souffrons un peu ici, oui, on ne refuse pas. Des fois, on s'inonde. Un quartier un peu désagréable. Nous sommes un peu déçus de ce quartier. On demande un peu de l'aide. Si on peut venir un peu arranger la Cité Planche. Parce que nous sommes vraiment déçus. C'est comme si on nous oubliait. Même si on peut nous oublier, c'est pas jusqu'à ce point. S'agissant du projet de l'égalité des chances prôné par les gouvernants visant à améliorer les conditions de vie des Gabonais, certains citoyens n'y croient plus. Je ne sais même plus si je dois croire. Parce que ici, si on avait vraiment un vrai président, on ne devait pas être inondé comme nous sommes ici là. Regardez nos choses sont dehors. Parce que quand il pleuvait, l'eau est montée jusqu'à ce que même notre matériel est mouillé. On ne sait plus comment faire. On dort mal. Même mon petit frère est tombé hier, il a eu la fièvre toute la nuit. Parce qu'on était bien trempés. Je ne serais heureux que si les Gabonais sont heureux, avait martelé Ali Bongo Ondimba, s'adressant à la population lors de son premier mandat. Où est alors passée cette parole qui avait donné espoir aux Gabonais, qui lui avaient accordé leur confiance? Autrement dit, les Gabonais sont-ils aujourd'hui heureux? Suivez mon regard.
Et nous restons toujours sur le volet social. Il n'est pas facile de circuler dans la capitale gabonaise du fait que les travaux sur la Nationale 1 sont loin de terminer, lesquels ont été lancés à coups de milliards de francs CFA. Détail explication avec Ephraim Biogedzo. Lancé depuis pas mal d'années, le projet d'aménagement du réseau routier urbain et celui de la Nationale 1 piétinent. Bien que les dits travaux se poursuivent, on relève tout de même le retard accusé dans la livraison des dits chantiers. Juin 2016, Jean-Pierre Ouyiba, ministre des Travaux publics, et toute son équipe avaient à cette date effectué une descente sur le terrain à travers les artères de la capitale gabonaise afin de mieux s'imprégner du déroulement des travaux. Au sortir de cette visite d'inspection, certaines mesures avaient été prises, à savoir la livraison du tronçon routier PK6 rond-point du PK12 avant le 31 décembre 2016. À ce jour, le spectacle demeure identique. Aucune communication du numéro 1 des travaux publics et infrastructures n'est rendue publique. Les populations, quant à elles, restent sur leur faim. Nous allons continuer sur l'ensemble du territoire. Je vous rappelle aussi que les passerelles vont être aussi installées sur la nationale qui part du PK5 jusqu'au PK13. Là aussi, nous aurons installé un certain nombre de passerelles comme ça pour éviter les traversées, les chaussées par les piétons. Que se passe-t-il réellement pour que le gouvernement ne soit plus en mesure de tenir ses engagements, bien que détenant la feuille de route du chef de l'exécutif? Les accidents sont souvent meurtriers. Par conséquent, face à la demande pressante des autorités municipales de Libreville et d'Obendo, nous avons donc arrêté, suivant donc, les très hautes instructions des hautes autorités du pays, la mise en place d'un certain nombre de passerelles pour éviter les traversées par les piétons de la voie express. L'opération Mamba lancée dans certaines administrations n'a nullement touché ce secteur, comme pour dire que tout se passe bien. Si tel était le cas, où sont alors les routes? Et sur la santé, un atelier de validation du programme de lutte contre le VIH-Sida réunit pendant 2 jours les professionnels de la santé en vue de la mise en place du guide de la délégation des tâches pour une meilleure prise en charge du VIH. Maria Lecom, reportage. La lutte contre le VIH-Sida, un des problèmes de santé prioritaires que le gouvernement retient dans sa politique nationale, est en question au programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, à travers l'ouverture d'un atelier de validation du guide de la délégation des tâches dans l'offre des services de la prise en charge du VIH. Ainsi, les difficultés d'accès au traitement ARV de toutes les populations ayant besoin, la grosse pénurie du personnel soignant emmène les acteurs de santé à adopter de nouvelles stratégies afin de vulgariser la prescription du traitement. La délégation des tâches s'annonce comme étant une condition sine qua non pour atteindre les cibles mondiales en matière de traitement antirétroviral, de soins et de suivi des personnes infectées par le VIH. Depuis la dernière conférence mondiale sur la délégation des tâches qui a eu lieu en 2008 à Addis Abeba, en Éthiopie, plusieurs pays adaptent la délégation des tâches pour renforcer leur système de santé et élargir l'accès à la prévention, aux soins et vulgariser le traitement antirétroviral. Mesdames et messieurs, la délégation des tâches est un processus dynamique qui consiste à confier certaines tâches à des soignants moins spécialisés, moins qualifiés. Elle permet ainsi d'offrir durablement des soins de santé à une population plus large, grâce à l'utilisation plus efficace, l'utilisation plus efficiente des ressources humaines disponibles. S'appuyant sur une enquête démographique et de santé réalisée en 2012, Régine Biloguet, épouse Ella, représentant de l'UNICEF, est revenue sur les raisons de cette faible couverture. Avec une prévalence du VIH de 5,8% chez les femmes contre 2,2% chez les hommes, la tendance est à la féminisation. En 2013, 2% des décès survenus chez les enfants de moins de 5 ans étaient causés par le VIH-Sida. La même année, la couverture du traitement ARV était de 55,7% parmi les adultes et les enfants de moins de 15 ans. Parmi les femmes enceintes vivant avec le VIH, seuls 65,6% avaient reçu le traitement ARV
pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Différentes causes sont à l'origine de cette faible couverture des services, à savoir l'insuffisance et l'inégalité de la répartition des ressources humaines, l'organisation des structures de santé et les difficultés de la mise à l'échelle du traitement ARV. Cet atelier vient à point nommé pour valider notre guide de délégation des tâches afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des prestations sanitaires offertes aux patients en matière de prise en charge du VIH, mais aussi pour renforcer l'intégration des services de PTME et de prise en charge pédiatrique dans les formations sanitaires. Le docteur Denise Aplogan, directrice générale adjointe de la prévention du sida pour sa part, s'est félicitée des efforts déjà consentis dans cette lutte, même si ceux-ci demeurent en deçà des cibles mondiales. Le présent atelier, qui s'inscrit dans un processus dynamique, est une opportunité pour notre pays de passer à l'échelle en matière de couverture antirétrovirale, afin de s'arrimer aux objectifs mondiaux qui sont de dépister 90% des PV-VIH, d'en mettre 90% sous traitement et d'obtenir une charge virale indétectable chez 90% d'entre eux. Travaux de groupe, plénières et partage d'expériences seront au centre des débats des panélistes 2 jours durant. Lancé en septembre 2015 pour un coût global de 480 millions de nos francs, le projet d'adressage de Libreville, la capitale gabonaise, à en croire les autorités, devrait s'achever fin juin 2017. À 3 mois du terme, quelle est la situation? C'est le regard de la rédaction à travers ce reportage de Pierre Parfait Mbadikoumba. Comme les autorités gabonaises savent bien le faire, le lancement officiel de l'adressage de Libreville s'est effectué le 5 septembre 2015 avec tambour et fanfare. Pour la réussite de l'événement, le bureau du conseil municipal de Libreville avait mis les petits plats dans les grands. La cérémonie présidée au nom du président Ali Bongo s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Gabon, des maires de plusieurs pays d'Afrique centrale et même de Madame Hidalgo, maire de Paris. Ce jour-là, les populations de Nkembo, les yeux émerveillés, découvrent que leur rue s'appelle désormais Bernard Mba. Pour ces Gabonais lambda, c'est le début d'une nouvelle ère. L'adressage de la ville de Libreville apportera des améliorations diverses, notamment l'acquisition d'un outil de programmation et de gestion des services urbains et de gestion du territoire, l'amélioration de la gestion des réseaux par les concessionnaires d'eau, d'électricité et de téléphone, l'amélioration de l'état civil, le recensement des équipements publics permettant une meilleure programmation des investissements et des services de base pour les populations les plus défavorisées et la population sociale de la ville. En d'autres termes, l'adressage permet aux citoyens d'être joignables par les organismes publics et inversement. Chacun peut s'adresser à ses concitoyens au-delà des réseaux traditionnels et sur la base de l'appartenance. Mais 18 mois plus tard, force est de constater que les choses n'ont pas beaucoup bougé. À part quelques chiffres sur les murs, l'opération semble faire la pause. Ce jour-là, les mots du maire de Libreville avaient été pourtant clairs. En termes de l'implémentation du projet d'adressage de la ville de Libreville, prévu pour juin 2017, la commune de Libreville sera dotée d'un plan d'adressage et d'un fichier d'adresse régulièrement actualisé, toute chose qui devrait entraîner, et c'est tout notre souhait, une augmentation substantielle des recettes propres de la fiscalité locale et des dotations de l'État. Annoncé pour juin 2017, la fin de l'adressage de Libreville n'engage que ceux qui veulent encore y croire. Le coût du projet est de 480 millions de francs CFA entièrement cofinancés par l'Association internationale des maires francophones et par la Commission européenne. Et on s'interrogera toujours sur l'aboutissement de ce projet d'adressage de la capitale gabonaise. Nous allons cette fois-ci à l'intérieur du pays et précisément dans la capitale provinciale du Moyen-Ogo et Lambaréné pour parler de justice et suite à la grève qui paralysait les juridictions nationales et après la levée de la grève,
Le tribunal de Lambaréné pousse un ouf de soulagement. On retrouve les agents à leur poste de travail. Yves Malik et Morel Makanga de G3 RTV Lambaréné. C'est un grand ouf de soulagement pour les habitants du quartier Météré dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. Et pour cause, l'eau potable vient de jaillir à partir des profondeurs de la roche-mère du site choisi pour approvisionner les populations du milieu à plus de 50 mètres. La partie forage est presque achevée et c'est ce dimanche que le député de la commune et président de l'Assemblée nationale a fait personnellement le déplacement du site pour constater de son visu de l'accélération des travaux qui étaient prévus pour durer 1 mois. Une semaine après le lancement de ces travaux, on s'accorde à reconnaître l'ingénierie réussie par l'équipe des techniciens commis à l'ouvrage. En lieu et place d'une pompe hydraulique, le site va accueillir le fonctionnement d'une pompe électrique avec l'installation des châteaux d'eau adaptés connexés au réseau électrique SEEG. Toutes ces dispositions de solidarité humaine ne sont une fois de plus que nées de la volonté, de la générosité légendaire renouvelée d'un homme, fils du sérail, Richard Auguste Olouvier, qui a pris à son compte la totalité de l'important coût financier que l'œuvre en a valu. Comme il aime à le répéter à l'endroit des siens, lorsqu'on a un peu, il faut le partager avec les autres. Mais j'ai décidé de faire mieux que ça. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous soyez là. Au lieu d'avoir une pompe pédale, je vais vous installer une pompe électrique. Je vous installe une pompe électrique à l'intérieur, connectée avec la SEG, pour permettre à ce que c'est la pompe qui va travailler au lieu que ce soit les personnes avec ça. Cela nécessite que je vous construise un château d'eau. Et cela va en phase avec la politique visionnaire prônée par son Excellence Ali Bongo Ondimba dans son triptyque paix, développement et partage. Vous pouvez donc le rectifier de vous-même. Il s'agit là plutôt d'un ouf de soulagement poussé par les populations de Météré dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. Longtemps privées d'eau potable, ces populations ont vu le précieux liquide couler à nouveau de leur robinet. Et le reportage portait la signature de Sylvain Ngom. Je l'annonçais tout à l'heure, les juridictions de Lambaréné, notamment le tribunal de première instance, à l'instar d'autres juridictions du pays paralysées par la grève dans le secteur judiciaire, vient de pousser à son tour aussi un ouf de soulagement suite au retour des agents sur leur poste de travail. Un reportage d'Yves Malik et Morel Makanga de G3 TV Lambaréné. La tension est redescendue au sein des tribunaux du pays. Après la levée du mouvement de grève des principales centrales syndicales, Sinamag et Sinagref, le travail a repris ses droits. Ici, au tribunal de première instance de Lambaréné, c'est le retour à la sérénité. Les agents affectés aux différents services sont à leur poste de travail, qu'ils soient au parquet ou encore au siège. Preuve que l'activité a repris, les audiences correctionnelles. Ce matin, 82 affaires environ étaient inscrites au rôle dans une salle archi-comble. Les activités judiciaires ont totalement repris. Après, bien sûr, les suspensions respectives des mouvements de grève des magistrats et des greffiers. C'est vrai qu'à ce jour, nous reprenons, on va peut-être pas dire timidement, mais nous reprenons avec quelques petites difficultés en ce que certaines personnes informées de plusieurs dates d'audience qui n'ont pas eu lieu, à ce jour se trouvent, on va dire, plus ou moins déboussolées, d'autant plus que le seul moyen le plus sûr pour tenir informés les justiciables de leur date d'audience, c'est la voie téléphonique. Ce retour à la normale n'a pas été une sinécure. Bien au contraire, c'est le résultat d'âpres négociations entre les syndicats et le gouvernement qui a consenti à régler plus de la moitié des points de revendication. Je dirais plutôt que ces revendications que nous pensons être très légitimes ont été satisfaites déjà en grande partie, et des engagements et des promesses sûres naturellement été donnés par le gouvernement pour remédier à d'autres points le plus tôt possible, cela va de soi. Toutefois, face au peu d'engouement suscité depuis la reprise du travail de la part des justiciables, le premier locataire en chef du parquet en a un message. Il vaut mieux que les uns et les autres qui savent
qu'ils ont une affaire pendante au tribunal, peu importe la matière, que cela soit au pénal, au social ou au civil, pour ce qui est du tribunal lombarénais, qu'ils se présentent à n'importe quelle heure, à tous les jours ouvrables, c'est-à-dire à n'importe quelle heure de tous les jours ouvrables, ils viennent prendre plus de renseignements pour ne pas être déphasés, pour ne pas être absents aux dates d'audience qui seront fixées pour leurs affaires. Après cette accalmie, il convient d'être assez vigilant car on pourrait assister à une nouvelle montée de l'adrénaline, un volte-face, puisque plusieurs autres points restent en suspens. Mais on le sait, cette grève a été lourde de conséquences qu'on n'aimerait plus y être à nouveau. Nous parlons à présent de la grève qui paralyse le secteur de l'éducation au Gabon depuis pratiquement 5 mois. Lors de la déclaration faite hier par la dynamique unitaire, l'intersyndicale où fédère la CONACYCED, l'ONG EDUCAF Gabon, présent à cette déclaration, s'indigne face à la dissolution des activités de la CONACYCED sur l'ensemble du territoire gabonais par les autorités. Un reportage de Fabiola Mengue, les images pour la signature d'Yvan Bertrand Koumile Kandoumba. Les acteurs de l'éducation à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège du Sénat ont invité le gouvernement à l'ouverture d'une négociation afin de trouver une solution avant le 20 mars 2017. Date après laquelle l'année blanche serait techniquement effective au Gabon. Cette volonté des acteurs de l'éducation a été confortée par la signature le samedi 11 mars 2017 d'un document cadre commun dénommé Plan Oulabou pour une sortie de crise. Ce document traduit les attentes et les engagements des acteurs de l'éducation pour une sortie de crise. Du 4 au 11 mars 2017, exactement 8 jours nous ont permis de recevoir les garanties des acteurs de l'éducation pour une sortie de crise. Étant techniquement en année blanche à compter du 20 mars, donc aujourd'hui, ne voyant aucune sortie de crise dans l'immédiat, laquelle non-sortie de crise est renforcée par la décision de suspension d'une des principales intersyndicales en grève, observant le mutisme des organismes internationaux, au moment où techniquement le système éducatif gabonais est en année blanche, l'ONG EDUCAF recommande ce qui suit. La constatation pure et simple de l'année blanche par le gouvernement et l'ensemble des acteurs et partenaires à l'éducation. L'ouverture des négociations avec l'ensemble des partenaires et acteurs de l'éducation pour mettre à profit cette année blanche afin de trouver des solutions durables devant sauver le système éducatif gabonais. L'application des recommandations du plan Oulabou pour une sortie de crise. En conclusion, nous constatons que techniquement l'année blanche est effective à compter du 20 mars 2017. Que les acteurs de l'éducation ont montré qu'ils voulaient discuter pour une sortie de crise, mais que malheureusement le gouvernement et les partenaires internationaux, par leur mutisme, se sont opposés, préférant voir le Gabon. Cette indignation, le syndicat Hippocrate l'a aussi manifesté au micro de Fabiola Mengue et devant les caméras de nos confrères de TV+. Des droits et des intérêts professionnels et moraux des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail par des revendications. Le Code du travail en République gabonaise, la Constitution de la République gabonaise en son article 1er, alinéa 13, la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État, ainsi que les conventions internationales numéro 87, numéro 98 et numéro 135 de l'OIT, ratifiées par l'État gabonais, définissent et valorisent le statut du travailleur, fixent et harmonisent les relations entre travailleurs et employeurs, contribuant ainsi à la paix sociale. Pour le préambule de la Constitution de l'OIT, la liberté syndicale est un moyen d'améliorer la situation des travailleurs et de garantir la paix. La liberté syndicale est universellement reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et est garantie par les conventions numéro 87 et numéro 98 de l'OIT. Le ministère de l'Intérieur a pour mission de garantir la sécurité intérieure des personnes et des biens. Il défend les intérêts du domaine privé de l'État
les biens publics, les biens communs à tout le monde. Exemple, les bâtiments, les routes. En quel sens la CONACYCED a troublé la sécurité des personnes et des biens? Si tel est le cas, une procédure est à respecter. Faire le constat par un huissier, suivi d'une plainte au tribunal, où le juge ou le magistrat devront se prononcer. C'est cette même procédure qu'on aurait dû utiliser pour les 807 suspensions et les 19 radiations des enseignants. Il y a un pouvoir judiciaire qu'on doit saisir pour tout type de crime et de délit. La procédure n'a pas été respectée. Le ministre de l'Intérieur s'est fait justice soi-même, ce qui est interdit par la loi. Le ministre de l'Intérieur devra normalement porter plainte contre la CONACYCED. Le ministre Lambert Mata s'est substitué au juge. Crise dans le secteur de l'éducation. Lors de la déclaration faite hier par la Dynamique unitaire, le président de cette intersyndicale, Jean-Rémy Yama, a rappelé au gouvernement que la suspension des activités de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation CONACYCED à travers le territoire national constitue un affront avec les syndicats dans tous les secteurs d'activité. Nous retrouvons encore Fabio Lamengue et Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. La réaction du président de la Dynamique unitaire face à la dissolution du syndicat de la CONACYCED ne s'est pas fait attendre. Pour Jean-Rémy Yama, la mesure prise par le gouvernement semble contradictoire au regard des lois. Vous savez que nous signons des conventions. Rien que la convention numéro 87, à son article 4, qui dit que les organisations syndicales ne peuvent pas être dissoutes par voie administrative. Or, la voie qui a été choisie par le gouvernement est une voie administrative. Elle dit, le gouvernement dit qu'il y a eu des perturbations, troubles à l'ordre public. Mais de vous à moi, qui constate le trouble à l'ordre public? C'est le ministre de l'Éducation nationale ou bien c'est le ministre de l'Intérieur? C'est le ministre de l'Éducation nationale qui saisit le ministre de l'Intérieur pour violence, trouble à l'ordre public, mais je pense qu'il aurait à gagner en portant plainte, parce que la convention est claire, l'article est clair, les organisations syndicales ne peuvent pas être dissoutes par voie administrative. Il estime qu'il n'y a qu'une seule instance à pouvoir sanctionner un syndicat pour les raisons évoquées par le ministère de l'Intérieur. Nous discutons avec les enseignants dans la salle de profs et après on se retire, donc il n'y a jamais eu trouble à l'ordre public. Et vous savez, les propos du gouvernement, sincèrement, on n'y croit plus. C'est le même gouvernement, lorsque j'étais en prison, qui avait déclaré que M. Yama, chef de famille, a jeté les cailloux sur les policiers et qui détenaient une vidéo, non? Bon, est-ce que vous avez vu cette vidéo? Alors, donc, les propos du gouvernement n'engagent que nous avons une justice. Lorsque quelqu'un se plaint, il doit saisir la justice et c'est la justice qui doit trancher. En conclusion, le président de la Dynamique unitaire réitère une fois de plus la volonté de durcir le mouvement de grève et ajoute qu'il n'y aura pas de dialogue sans éclaircissement du cas de la CONACYCED. La réaction du président. Et pour clore ce dossier, voici à présent le focus de notre rédaction sur la crise dans le secteur de l'éducation. Une crise, comme vous le savez tous, profonde et qui traduit aujourd'hui l'incapacité des partenaires de l'éducation à construire un dialogue afin de sortir du gouffre actuel. Reportage. L'année scolaire 2016-2017 est particulièrement perturbée, outre la grève des enseignants fédérés à la CONACYCED qui revendiquent le paiement de leurs émoluments et l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Elle reste marquée surtout par la radiation de près de 700 enseignants et des suspensions de soldes, des actes qui ont mis le feu aux poudres dans le monde de l'éducation. Conséquence, la grève s'enlise, la radicalisation des enseignants de plus en plus manifeste devant un appareil gouvernemental aussi musclé qui répond au coup pour coup avec des actions fortes aux allures de sommation voire d'intimidation. Aujourd'hui, le système éducatif gabonais est des plus moribonds, surtout en Afrique centrale. Il reste englué dans une spirale de grève de près d'une décennie, montrant ainsi l'incapacité, voire l'arrogance déplacée des principaux acteurs, alors qu'une année scolaire normale s'étale sur 9 mois, comprenant 6 semaines de cours,
pour 2 trimestres, soit 25 semaines et 750 heures, l'année scolaire 2016-2017 est aujourd'hui en deçà de cette réalité. Elle accuse déjà un retard de 5 mois, ce qui laisse perplexe et inquiète le corps social sur le risque d'une année blanche en dépit des actions de facilitation menées par l'ONG EduCaf Gabon qui a le 10 et le 13 mars élaboré le plan Oulabour qui vise à sortir de la crise actuelle, lequel plan a été déposé sur la table des partenaires de l'éducation, mais il est resté jusque-là lettre morte, comme il est resté aussi la réaction attendue de l'UNESCO. Notre éducation est bien malade et cela se passe comme si aucune difficulté il y en a. Les associations des parents d'élèves, quasi réduits au silence, traduisant leur inefficacité et leur pseudo-existence. Le gouvernement, le premier partenaire de l'éducation au Gabon, n'a jusque-là joué qu'à la chicotte, au châtiment, sans prendre d'initiative de sortie de crise. De leur côté, les seconds partenaires, qui sont les enseignants et les syndicats, ne nous servent que la gringalade. Au centre de cet étau, très serré fortement, il n'en résulte que le niveau scolaire chaque année très bas. Et le tribunal de l'histoire, lequel est coercitif, jugera à court, moyen et long terme tous les terroristes, salafistes et djihadistes, permettez-moi des expressions, qui détruisent sans vergogne le système éducatif gabonais, une volonté manifeste de détruire qui sera requalifiée ce jour en crime de haute trahison, que tous les acteurs du système éducatif y prennent garde. Sport à présent, créée il y a 7 ans, la GAM, Association gabonaise des arts martiaux, a procédé au lancement officiel de ses activités sportives. C'était au gymnase du lycée national Léomba, en présence du président de la Fédération gabonaise de karaté-do et discipline affinitaire, Mouskoni Ngonomba. Réunis en association ayant 3 principaux arts martiaux, notamment le taekwondo, le viet vo dao et le karaté, la GAM, Association gabonaise des arts martiaux, a pour objectif cette année d'intégrer d'autres disciplines sportives, mieux encore, revenir sur les principales règles fondamentales et traditionnelles des arts martiaux. Nous déplorons, nous dénonçons pour le déplorer, les dérives des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont plus le respect de l'ancien. Et nous estimons qu'on doit revenir au karaté traditionnel. L'ancien, c'est la discipline. C'est l'ordre et le respect. Nous demandons au sein de notre association à ce qu'on retourne dans les dojos, on retourne sur le tatami parce que c'est là que les arts martiaux se pratiquent. Monsieur le Président, on vient vers vous, en ma qualité de président, je me retourne vers vous pour vous rassurer que les élections sont terminées. Vous avez été élu et bien élu. Le président, c'est vous. Le président Ogandja, quant à lui, se satisfait de la contribution de toutes les parties et l'adhésion prochaine de certaines fédérations. Mais il lance un appel à chaque responsable des clubs d'étendre différentes catégories. Je me mettrai à la disposition de toutes les bonnes volontés pour que nous puissions faire avancer ce karaté gabonais qui a tant souffert. J'aimerais vous inviter de manière officielle à vous départir des aspirations partisanes. Ça, c'est un problème. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des techniciens. Et nous avons besoin de fédérer. Nous avons des challenges importants. En 2020, le karaté rentre dans le concert olympique. Je voudrais ici de manière solennelle inviter tous les responsables de clubs de pourvoir à ce que dans leurs clubs respectifs, il y ait les différentes catégories. Parce que les enfants, il faut les prendre en compte à partir de maintenant. C'est une exigence du comité olympique. Une exigence qui se veut claire pour la productivité et le développement des arts martiaux, qui sera basée sur la formation de celle-ci. Le président de la GAM a par ailleurs sollicité 1 minute de silence au terme de ces activités afin d'honorer la mémoire de 3 illustres karatékas qui ont fondé l'association La GAM. Nous restons toujours en sport, cette fois-ci avec Yasser Nicolandong qui nous fait revivre le démarrage de la 4e édition du tournoi des grandes écoles universitaires du Gabon. C'était ce week-end au stade du Gros Bouquet. Reportage. Le tournoi des grandes écoles universitaires se poursuit. Pour cette 4e édition du tournoi des grandes écoles universitaires de Libreville, a lancé ses activités sportives le week-end écoulé au stade du Gros Bouquet. 16 équipes, 4 sites, l'université Omar Bongo et l'Institut national de la jeunesse et des sports étaient au menu de l'ouverture de ces activités. Un tournoi qui regorge en son sein plusieurs disciplines sportives. Ici, le président de l'Union sportive des grandes écoles universitaires de Libreville,
nous fait le point. L'Union sportive des instituts et grandes écoles, c'est cette structure qui organise le sport interuniversitaire depuis 2013 sur la bannière du ministère de l'Enseignement supérieur. La direction, le Centre national des œuvres universitaires qui accompagne les étudiants chaque année dans des activités socio-culturelles et sportives. Et nous sommes le pôle sportif de la direction générale du Centre national des œuvres universitaires qui nous donne cette possibilité depuis 3 ans d'organiser ces jeux. Donc nous avons les sports de main, le foot, on aime les sports collectifs et les sports individuels parfois, ce que nous organisons en décembre, mais là nous sommes dans le cadre des sports collectifs. Voilà. Concernant le tournoi, athlètes et membres du bureau du comité d'organisation saluent l'évolution des activités en milieu universitaire. En milieu universitaire, suscite de l'engouement déjà. Donc nous vous disions dès le départ qu'en 2013, lorsque nous commencions, nous étions à 7. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 28 établissements affiliés. Donc chaque année, nous avons certains critères que nous mettons en place pour retenir les 16 qui participeront au foot et les 16 qui vont participer au basket et ceux qui participeront en même temps au hand et au volley. Les critères sont simplement les premiers à venir parce qu'il y a tellement d'engouement que nous sommes obligés parfois de donner une limite de dépôt de dossiers à retenir. Parce que l'engouement hier, vous-même vous constatez, demain vous allez encore venir voir le reste du monde dans les tribunes parce qu'il y a de l'engouement au sein des établissements pour participer à la 4e édition du tournoi des grandes écoles. Que la promotion de ces activités sportives reste pérenne au sein des grandes écoles universitaires pour qu'enfin les étudiants retrouvent le sens du sport. Et avant de nous séparer, voici à présent votre rubrique Expression libre. C'est Mosconi Ngonomba qui vous a posé la question de savoir quel est le féminin de mère. Le mot mère, comme maire de Libreville, est-ce que c'est un féminin? Non. C'est mère, c'est tout. Il n'y a pas de féminité dans mère. Merci. Bah non. Mère au féminin? Une mairesse, c'est le féminin de mère, non? Bah non, on peut pas dire une mère. On dit une mairesse et un maire. Non. Le maire. La mairesse. Moi, je n'ai aucune idée. C'est un féminin, le féminin c'est mairesse. Aucune bonne réponse dans l'ensemble. Maire n'a pas de féminin. Monsieur le maire, madame le maire. Autrement dit, l'expression la mairesse est incorrecte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à partir de 7h et 12h30.